Auditeur Actualité, madame, monsieur, vous y êtes, nous y sommes. Merci de nous rester toujours fidèles, puisque votre fidélité d'écoute, cela nous honore chaque jour que Dieu fait. Donc, en ce lundi 6 janvier 2025, notre tout premier débat, nous avons avec nous en studio des confrères journalistes. D'abord, Gérard Ouessan, qui est le directeur de publication du journal humoristique Sika Magazine. Gérard, bonjour. Bonjour Joachim et bonjour à tous les auditeurs. Ça fait plus de 2, 3, 4 ans. Hein? Ben c'est vrai, mais je vous suis tout le temps. Ouais. Avec beaucoup de plaisir. D'accord. Et bon voilà, l'essentiel c'est que chacun se porte bien. Oui. Et la parole n'appartient pas à une seule personne. Il y a beaucoup qui doivent se prononcer parce que personne ne détient la vérité. Et le monopole de la vérité. C'était plutôt un plaisir pour moi de m'éclipser. Oui. Pour un repli stratégique. Non, pas du tout. C'était l'occasion pour écouter les autres. Ah d'accord. C'est toujours bien. Merci à vous également de nous suivre de loin et de répondre aussi à notre invitation de cette nouvelle année que nous vous souhaitons d'ailleurs très fructueuse et porteur de tous les bonheurs. Ah, merci beaucoup, on en a besoin, parce que c'est pas le bonheur, c'est pas le vrai bonheur. Les jours ont été, les mois ont été très difficiles, et surtout pour la presse togolaise, et la précarité, on ne sait jamais de quoi. Et donc, on souhaite beaucoup que cette année nous ramène, et quand on se lève, qu'on ne se dise pas qu'est-ce que je vais manger demain, de quoi je vais vivre demain, parce que la précarité ça peut tuer, ça crée un stress permanent, ce qui vous rend malade. Même si vous avez de l'argent aujourd'hui, on vous donne 1 million, mais si vous ne savez pas si vous en aurez encore demain ou bien si vous aurez à manger demain, c'est comme si vous avez déjà faim quoi. Voilà. Et donc moi je souhaite beaucoup que pour la presse togolaise qu'on sorte de cette précarité. Mais j'en profite pour souhaiter quand même mes vœux les meilleurs au chef de l'État. Évidemment, il nous en a souhaité. Et donc, en retour, personnellement aussi, en tant qu'individu, en tant que personne, je lui souhaite ça. Je souhaite la même chose à Madame la Première ministre et tout le gouvernement. Je souhaite aussi beaucoup de choses à tous les hommes politiques, y compris ceux-là qu'on appelle opposants, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait du parti présidentiel. Évidemment, parce que j'imagine un Togo où vraiment tout va mieux quoi. Ça dit que j'imagine un Togo où tout le monde contribue à ce que ça marche, que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit Nathaniel Olympio, que ce soit Achamabo, Pissi, Maître Pévon, tous ces gens-là, et que vraiment que chacun mette la main à la pâte pour voir si ce pays-là ne va pas aller beaucoup mieux. Voilà. Moi, c'est mon souhait. C'est votre souhait. Et nous avons également en studio avec nous Firmin Teko Agbo, qui n'est plus à présenter. C'est un journaliste chroniqueur. Firmin, bonjour. Bonjour, Joachim Abouti, merci de m'avoir invité. Alors, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Certainement, vous aussi, vous avez une pensée pieuse au chef de l'État, au gouvernement, etc. Oui, bien évidemment, c'est eux qui nous dirigent. S'ils ne vont pas bien, donc c'est tout le pays qui a des problèmes. Donc nous avons besoin qu'ils se portent bien et que Dieu les aide à réussir tous leurs projets, toutes leurs ambitions qu'ils portent pour ce pays. Parce que lorsqu'ils échoueront, c'est tout le pays qui échouera. Donc nous n'avons pas intérêt à ce qu'ils échouent. Donc que le chef de l'État, son gouvernement et tout ce qui l'entoure réussissent dans leur mission qu'ils ont pour ce pays. Que tous ceux-là qui se prononcent sur ce pays ou qui ont une mission particulière vis-à-vis de ce pays se portent bien, réussissent bien. Et je souhaite mes voeux les plus chers aussi à Radio Victoire. Radio Victoire qui nous invite régulièrement à venir nous prononcer, qui porte un intérêt. Et je vous annonce également, vous le savez peut-être, que aujourd'hui, en tout cas, nous sommes dans notre 15e année. C'était le samedi dernier par rapport à cette émission Auditeur Actualité. Ah, bravo, félicitations. 4 janvier 2010, 4 janvier 2025, ça fait 15 ans. Oh, bon Dieu, bravo, bravo, félicitations. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué au Togo, il y a les émissions sur nos médias ne durent pas. Mais si vous arrivez à tenir pendant 15 ans, ça veut dire que Dieu a été avec vous. Mais la traversée n'a pas été d'un fleuve tranquille. Oui, c'est le charme de la vie. Il y a toujours des hauts
et des bas. Oui. Donc, il faut toujours des difficultés. Quelquefois, il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous empruntez un chemin sur lequel il n'y a pas d'embûche, vous devez vous poser beaucoup de questions. Ah oui, justement. Donc, les embûches vous ont plutôt aidé à devenir encore plus bon, plus performant, plus professionnel et à regarder les choses d'une manière extraordinairement bien. Et objective, de manière objective, bien évidemment. Et c'est ça, c'est avec ça que... Et professionnel aussi. Et professionnel. Et c'est grâce à ces embûches que peut-être nous sommes ici. Il n'y aurait pas eu ces embûches, vous n'auriez pas peut-être mûri. Donc je pense que ces embûches vous ont permis peut-être de mûrir davantage. Cela contribue aussi à forger l'homme et tout ce qu'il fait. Et tout ce que vous faites. Donc bravo à vous et mes meilleurs voeux à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Gérard Vincent, voilà, auditeur actualité 15 ans. Oui, mais parlant d'embûches, alors moi je voudrais dire que il faut faire 15 ans, au moins 3 mois de suspension. Ça arrive. Bon, disons que ça fait partie du parcours d'un homme. Hein. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a des émissions, moi personnellement, qui m'ont beaucoup intéressé, des invités que vous avez eus ici, et de la société civile surtout. Et je ne voudrais pas faire des jaloux, mais je pense comme ça au pif à M. Pascal Abouvé, par exemple, des gens que vous avez invités, où après l'émission, je me suis dit, mais c'est terrible ça. Ou bien Emmanuel Sogadi, ou bien notre confrère Jacques Djakouti. Parfois, je me dis, mais cette radio, ça nous apporte quand même, cette émission nous apporte plein de choses. Et ben voilà, ça c'est un secret. Ah oui, et depuis le jour que nous avons reçu ici, je me rappelle bien en 2012, Pascal Abouvé, et il nous avait dit ceci: celui qui veut être riche ne doit pas être fonctionnaire. Et que selon lui, même si vous gagnez 100 000 francs ronds, c'est comme on dit, à la fin, et quand vous faites 30 ans de service, vous serez toujours pauvre, puisque vous n'aurez qu'en tout 36 millions de francs CFA pour 30 ans d'exercice, d'activité ou bien de service. Mais si vous êtes dans le secteur privé et que vous-même vous travaillez, même les 36 millions, vous pouvez les gagner en une année ou peut-être en 5 ans. Et cela m'a marqué. Ah ben Pascal Abouvé. Ça dépend de quel côté on voit la vie, quoi. Il y en a qui aiment leur tranquillité, et il y en a qui aiment l'argent. Donc ceux qui aiment l'argent, ben, se disent, ben, je vais courir les risques. Mais il y a d'autres qui disent, non, moi j'ai pas besoin de m'enrichir, de me remplir les poches. Je veux ma tranquillité, je m'occupe de l'activité. Vivre dans la sobriété. Oui, ma paix intérieure est plus importante pour moi que l'argent, que mon compte en banque très très rempli. Mais il y a quelque chose que Nicolas Sarkozy a dit de plus percutant. Il dit, mais le journalisme est un très bon métier à condition qu'on en sorte. À condition qu'on en sorte. Ah voilà, mais malheureusement pour lui, il a des bobos, des soucis aujourd'hui avec la justice dans son pays. Alors, nous venons de sortir, Gérard Vincent, je reste avec vous, nous venons de sortir de 2 grandes fêtes de fin d'année. Était-ce l'ambiance des grands jours ou bien plus ou moins morose de manière générale? Bon, je pense que les Togolais se sont éclatés, les gens se sont dit, bon ben, il faut quand même qu'on fête, même quand il n'y a pas les moyens. Donc avec de petits moyens, quelques pétards, et puis ben, on a, en tout cas chez moi, ce que moi j'ai vu quand même, les gens essaient de mettre l'ambiance, parce qu'avec très peu de moyens, on peut fêter ici. Hein. Il n'y a qu'à voir un peu ce qui se passe du côté de l'Europe, où on a du champagne et tout, et personne ne vient à votre fête. Ah oui. Et il y en a même qui les amis refusent de venir. Il n'y a pas le temps. Quelqu'un qui fête son anniversaire, il chante Happy Birthday to me, Happy Birthday to me. Enfin, parce qu'il n'y a personne pour dire to you. Donc c'est assez triste. La fête, on la fait tout seul, on la fait quoi. C'est pas les moyens. Autrement dit, se donner le plaisir soi-même. Oui, il y a un art, il y a l'art de fêter aussi. Il y a des riches, vous allez à leur fête, vous êtes coincés tout simplement. Mais il y a des pauvres, ils vous invitent, mais vous restez jusqu'au petit matin. Donc c'est une question d'ambiance et de disposition intérieure. La fête, c'est d'abord ça vient de l'intérieur. Et, bon, ben, et ça vient de l'intérieur. En tout cas, moi j'étais content. Ah, vous étiez content? Oui, je me suis donné une bonne raison de fêter, de vivre, d'être joyeux. Ça, c'est mentalement, hein? C'était mental parce que je me suis dit, ben, je suis plus ou moins en bonne santé. Autour de moi, les gens sont en bonne santé, c'est bien. Alors, je me suis réjoui, j'ai remercié Dieu. Voilà. C'était une fête. Infirmé, t'es quoi, Agbo?
Non, moi je pense que le 25 peut-être a été un peu difficile, mais le 31 premier, les gens se sont un peu éclatés. Mais ce que je remarque que c'est... Avec l'entrée dans la nouvelle année. Avec l'entrée dans la nouvelle année, dans presque tous les quartiers, ça a été plus ou moins acceptable, plus ou moins bien. Mais ce que je remarque ces dernières années, c'est que ça fait plus de 10 ans que nous disons la même chose, hein, que c'est difficile, c'est difficile. Moi je me demande quand est-ce que cela va changer, véritablement, parce que... Et beaucoup se posent aussi cette question. Beaucoup se posent cette question. Quand est-ce que mes conditions de vie vont s'améliorer? Vont s'améliorer, c'est difficile. Si à la fin de l'année, les gens triment, vous remarquez tout de suite que les gens manquent de moyens pour se faire plaisir, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, le chef de l'État a quand même gracieusement offert une prime spéciale de 60 000 francs à tous les fonctionnaires et assimilés. Et ça dit que lui-même, il a senti que malgré tout, il y a quand même quelques pesanteurs qui ne disent pas leur nom, et donc du coup il fallait au moins donner un petit pouce à ces gens-là, ou les pousser vers de l'avant. L'avoir fait, moi, ça me fait dire ceci, que le chef de l'État a tous les renseignements, il suit toutes les émissions, et tous les cris des Togolais lui parviennent. Il a remarqué que la vie est vraiment chère, et les informations qui lui parviennent démontrent à suffisance que la vie est suffisamment chère, et donc il lui fallait faire quelque chose. Mais dans le discours, il a dit quelque chose sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Oui, donc il s'est aperçu que la vie est chère, donc il fallait faire quelque chose, sinon le pouvoir d'achat allait être encore plus bas pour cette fin d'année. Et lorsque vous êtes dans un pays, et que moi j'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas construire une croissance avec une population pauvrissime. La croissance, c'est l'investissement et la consommation. Ah, oui. Donc on investit pour investir 10 milliards s'il n'y a pas un pouvoir d'achat pour consommer. Donc vous allez fermer les magasins. Donc on veut avoir de la croissance, mais si on a une population qui n'a pas un pouvoir d'achat conséquent, on n'aura pas la croissance. Donc la meilleure des choses, c'est de faire circuler l'argent dans le pays. Quand tout le monde a, on peut aller dans nos marchés, dans les magasins, dans les petits bars, consommer. Et une partie revient. Ça redynamise la vie. Ça redynamise à tous les niveaux. Et l'État perçoit toujours cette tasse. Lorsque les gens n'ont pas d'argent et que vous avez une population qui n'a pas d'argent ou qui est tellement pauvre, c'est l'État qui perd suffisamment. Ah, mais dès lors que vous produisez en grande quantité et qu'il n'y a pas de consommation qui répond, alors on risque d'être comme en 2000 ou bien la crise de 1929 où on avait tellement produit mais il n'y avait pas de consommation. Il n'y avait pas de consommation. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, il a fait 18 ans aux États-Unis, il m'a dit que ce qu'il a appris aux États-Unis, c'est que les États-Unis sont un pays de consommation. Chaque 2 semaines, vous avez votre salaire permet de consommer. Donc vous avez de l'argent, personne ne doit manquer de l'argent en fait. Donc c'est ce qui fait, c'est pour cela que peut-être en Europe, même si vous n'avez pas vous n'avez pas d'emploi, on vous permet d'avoir quelque chose à la fin du mois. C'est ce que les Français appellent le RSA, le RSA et le RMI aux États-Unis. Lorsque vous perdez votre emploi, vous donne 6 mois. L'État vous donne 6 mois, l'État vous accompagne pendant 6 mois, le temps de vous permettre de chercher un emploi, mais que vous ayez toujours, vous ayez gardé le pouvoir d'achat. Oui, ces initiatives, est-ce aussi en Afrique ou bien nous ne sommes pas trop ambitieux, Gérard? Oh, c'est possible, à condition que l'économie marche bien. C'est-à-dire que celui qui paie l'allocation chômage, c'est que ils ont créé assez de richesses, et ils en ont thésaurisé un peu, ils en ont mis un peu de côté pour se dire, mais pour les mauvais jours, pour les mauvaises circonstances, quand on sera en mauvaise passe. C'est une planification. C'est planifié. Pour anticiper sur les mauvais jours. Évidemment, ça fait partie de leur système économique. Ce qui est assez différent de ce qui s'est passé au Togo avec les 60 000. C'est-à-dire que les 60 000, là, c'est un peu comme la manne, quoi, de la Bible, la manne qui est tombée du ciel. Un Père Noël? Un petit peu, pourquoi pas la manne, puisque c'est encore plus grand, ça vient de Dieu directement. Mais est-ce que cette manne-là va tomber encore demain? Si il n'y a pas de... Si on n'est pas sûr que la manne va tomber encore demain, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec l'économie. Parce que l'économie, c'est quelque chose qui est assez prévisible. On fait un plan et on se dit, j'ai tel revenu et voilà comment je vais dépenser. Mais un truc qui tombe du ciel comme ça, en matière d'économie... à l'improviste, on ne s'y attendait pas. Oui, mais en matière d'économie... Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est-à-dire que le geste du chef de l'État, on ne saurait l'applaudir ni le condamner. C'est-à-dire qu'il se pourrait que ce soit un geste politique.
Il se dit, ben, vraiment, c'est morose, je voudrais que mon peuple se réjouisse un peu. Peut-être que c'est dans ce sens qu'il a fait. Ah, peut-être. Peut-être. Mais là, on applaudit. On va dire, bon, ben, il a voulu donner un peu de joie à son peuple. Mais au cas où, c'est pour que l'argent circule, comme Fiormel le dit, ou bien c'est pour qu'on consomme plus. Alors là, non, c'est vraiment une goutte d'eau, même pas dans la mer, quoi. C'est-à-dire que ça peut s'apparenter un peu à du gaspillage. Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, les Togolais seraient prêts à faire l'effort de guerre. On se dit, on va se serrer la ceinture. Et on avance. On s'adapte, on est beaucoup plus résilient, en fait. On fait avancer le pays. Avec cet argent-là, supposons qu'on construise encore 3 ou 4 sans retenue d'eau à travers le pays pour que les paysans aient de l'eau. Les soi-disant barrages là, 2 hectares, ça coûte à peu près 7 millions, je le dis comme ça. Regardez combien de retenues d'eau on peut construire pour faire des jardins potagers, pour irriguer et tout. Et combien de pistes on peut faire. Comment équiper les hôpitaux, les écoles, les centres de formation. Oui, mais on travaillait déjà. Il y a des projets qui étaient déjà sur ces aspects que vous dites. Mais à un moment donné, il faut quand même essayer de mettre un peu d'argent, du frais dans la masse, afin que chacun au moins soit plus ou moins content. Oui, mais quand vous équipez les écoles en table-banc, par exemple, vous croyez que ce n'est pas de l'argent injecté dans l'économie? En fait, il s'agit de faire une gestion orthodoxe. Chaque sou est utilisé pour une fin utile. Voilà. Et générale. Puisque ce qui a été fait, c'était quand même c'était un peu exclusif, hein. Oui, mais ce n'était pas tous les Togolais qui en ont bénéficié les 60 000 francs. Oui, mais c'est rentré dans le public quand même, c'est vrai. Non, moi aussi, moi, je ne suis pas d'accord avec Gérard Ouessant, parce que en réalité, ce qu'on a voulu, l'intention peut-être qui est cachée derrière, c'est de permettre à un groupe de personnes d'avoir un pouvoir d'achat un peu en hausse en cette fin d'année et de créer une certaine dynamique au sein ou dans l'économie togolaise. Ça, c'est une chose moi que je peux applaudir. Mais moi, je voudrais que ce soit en réalité un truc qui soit institutionnalisé. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire... Institutionnalisé, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on revoit le salaire des fonctionnaires togolais. Si le chef d'État a pu faire ça, ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas un pouvoir d'achat conséquent. Ça veut dire que nos salaires sont maigres. Et il a constaté ça. Il a constaté. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Si peut-être on gagnait bien, pourquoi va-t-il le faire? C'est un mécanisme de redistribution de la richesse nationale. Ça veut dire que ces 7 milliards-là étaient au trésor public. Ça dormait tranquillement. Il dit non, donc il faut prendre un peu et redynamiser et remettre dans le circuit économique. Donc il dit qu'on a encore d'autres milliards là-bas. Donc maintenant il faut qui dorment peut-être. Qui dorment peut-être. Donc moi je souhaiterais qu'on l'institutionnalise. Soit on garde les 60 000, que chaque fonctionnaire garde les 60 000 sur son salaire. Qu'on n'enlève plus ça. C'est-à-dire si tu gagnes 100 000, que ça devienne 160 000. Si tu gagnes 300 000, que ça devienne 360 000. Là, ce serait complètement à mettre le budget de l'État. Non, regardez, nous ne sommes pas 1 million. Nous ne représentons pas 1 million. On n'a pas 1 million. 150 000 à peu près. Oui, 60 000 fois 150 000, ça ne veut rien dire. Ça ne signifie pratiquement rien. Et l'autre chose, c'est-à-dire, là où je voudrais qu'on l'institutionnalise, on a eu à connaître nos vici en temps difficile. Il faut qu'on crée un novici permanent. Pour tout le monde, c'est-à-dire peut-être vous êtes... Pour les personnes vulnérables, pour les personnes vulnérables, nous qui peut-être ne sommes pas de l'administration publique. Pour tous ceux-là qui ne sont pas de l'administration publique, qui peut-être à un moment donné se retrouvent beaucoup plus vulnérables. Vous travaillez, peut-être vous perdez votre emploi, mais qu'à la fin du mois, qu'on vous donne l'occasion peut-être d'avoir 50 000 chaque mois peut-être. Vous venez de finir, vous terminez vos études, vous n'avez pas encore d'emploi, vous vous enregistrez au niveau de la MPE ou à des services compétents. Ou à des services compétents, mais là, qu'à la fin du mois, que vous ayez quelque chose. Ça, c'est un mécanisme de redistribution de la richesse nationale. Ça, je le dis tous les jours. Est-ce que ça peut être possible, ce qu'il dit là, Gérard? Oui. Comme ça se fait dans les pays développés, puisque j'ai eu à poser la question tout à l'heure. Qu'on augmente les salaires. Non, qu'on puisse redistribuer les richesses afin que chacun ait sa part, même si vous ne travaillez pas encore. Oui, c'est possible à condition qu'on ait cette possibilité-là. Et moi, ce qui m'a là où je me pose des questions dans le raisonnement de Fiormel, c'est qu'il dit que cet argent-là dormait tranquillement au trésor public. Et je me dis, mais par quel miracle? Puisque dans la loi des finances, on fait un budget. On se dit, en dépenses et en recettes, nous aurons telle somme. Et les sommes-là sont allouées, telle somme sera allouée à ceci. L'économie, c'est plus ou moins scientifique, cartésien. Les sommes-là, nous allons avoir telle recette
ben, qui sera dépensé pour tel fait. Et comment est-ce que par un miracle, il y aura des millions, des milliards qui vont dormir au trésor public? Ça veut dire que... Et où est-ce qu'on les a trouvés alors? Ben voilà la question. C'est pour ça que je dis une gestion orthodoxe des richesses du pays, ce serait mieux. Que tout le monde se dise ben, que l'Assemblée nationale joue par exemple son rôle. Le budget, c'est comme cela, et on contrôle aussi comment ça va être dépensé. À un moment donné, vous allez voir qu'on saura dégager une marge aussi pour les chômeurs. On saura dégager une marge pour augmenter les salaires. C'est un peu comme le budget de la famille. Madame gagne 50 000, monsieur gagne 100 000. On dit, bon, ben, notre budget, c'est 150 000. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les 150 000? Et vous allez voir à la fin de l'année, réellement, vous serez plus ou moins, parce que vous réservez quelque chose pour la santé. Oui. Éventuellement, quelque chose pour l'éducation des enfants. Et si les gens ne tombent pas malades, ben vous allez dire, ah tiens, parce que les enfants ne sont pas tellement tombés malades, ben, il nous reste 20 000. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Bon, en fait, c'est ça. Nous disons presque la même chose. C'est pratiquement la même chose. Ce que vous dites, c'est l'institutionnalisation dont je parle. Et quand vous faites venir l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée qui va institutionnaliser à travers des lois. C'est-à-dire, la loi crée un autre mécanisme de redistribution de la richesse nationale. Mais à condition que l'exécutif leur concède la proposition. Oui, si les exécutifs acceptent, ça peut passer. C'est-à-dire, il faut le faire. Moi, je souhaite qu'on le fasse. C'est-à-dire, les pays africains n'arrivent pas à le faire. C'est pour ça que nous sommes pauvres. J'ai l'impression que pour nous, quand les gens sont pauvres, on est content. Peut-être ce qui peut handicaper cette ambition, quoi qu'on dise noble, c'est peut-être la non-disponibilité des ressources aussi. Alors, il faut créer. Il faut en créer. Il faut trouver des mécanismes pour créer. Nous avons des ressources, il faut créer. Vous savez, on dit les pays africains sont riches. Mais moi, je suis l'habitude de dire que nous ne sommes pas riches. Nous avons des ressources qu'on n'arrive même pas à exploiter. C'est-à-dire, peut-être, on a, exemple, je dis n'importe quoi. On a du coton. Peut-être on ne peut pas l'exploiter. Il faut faire venir d'autres investisseurs. D'autres expertises. Pour des expertises, peut-être ils vont les exploiter. Mais peut-être nous n'aurons que 20%, nous n'aurons que 30%. On ne peut pas devenir riche avec ça. On a le cacao, on a le café, on ne peut pas on a l'or, on a tous les minerais. On a tous les minerais, mais on est pauvre parce que nous n'avons pas l'expertise nécessaire. De ceux-là qui sont des experts, ils viennent, ils exploitent, mais ils nous donnent peut-être que 20%, 30%. On ne peut pas devenir riche avec ça. Alors il faut changer de paradigme. Comment on peut y arriver? C'est ce que par exemple la France, elle n'a pas assez de ressources, mais elle est devenue riche. Elle est devenue riche pourquoi? Parce qu'elle a une certaine expertise, elle vient chercher les produits, elle crée de grandes industries. Et moi je dis par exemple, on a du, pour le Togo, peut-être on a du coton, c'est du n'importe quoi je dis pas que c'est vrai. On a du coton, on a le phosphate. Il faut faire venir des experts, pas faire venir des experts, mais créer nous-mêmes des experts, arriver même à exploiter sur place. Et lorsqu'on arrive à exploiter sur place... Alors là, il faudrait investir dans la formation des personnes. Exactement. Pour pouvoir essayer de revenir. Voilà, c'est ça en fait. Il faut investir dans la formation, il faut investir pour arriver à construire de grandes industries qui peuvent embaucher des milliers de personnes. Et là, lorsqu'on arrive à embaucher des milliers de personnes, on crée de la richesse. Si on n'arrive pas à avoir ça, je pense que ça va toujours nous être difficile. Et voilà, le chef de l'État a pris la parole après ces gestes. Juste peut-être un mot. Oui. C'est-à-dire que pour créer de la richesse, il faut avoir les conditions. Au Togo, par exemple, on a des problèmes avec l'énergie. Il n'y a pas assez d'énergie. Au Togo, on n'a pas... bientôt une construction nucléaire pour nous aider par le touchement des Américains. Espérons que ça va venir. Mais le document a été paraphé il y a à peine un mois. D'accord. Attendons que ça vienne. Je ne suis pas sceptique, hein, mais je dis aussi qu'il faut des ressources humaines. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est au centre de tout développement. Quand dans nos écoles, on apprend toujours à balo et à fi. Quand dans nos écoles, il n'y a pas d'équipement didactique. Quand dans nos écoles, il n'y a pas de bibliothèque. Quand dans nos écoles, il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a rien. Mais comment est-ce que, par quel miracle vous voulez que, on arrive à distiller l'or, on arrive à créer toutes ces grandes industries dont vous parlez? C'est pour ça, moi, je dis que chaque sou devait être investi de façon très sensée. Quitte à faire un effort de guerre. Et se dire, nous allons nous serrer la ceinture pendant 10 ans, mais après 10 ans, pour parvenir, voilà, à tel objectif. Donc il faut équiper les écoles, il faut beaucoup de choses. Mais tant que nous réformer le système éducatif, beaucoup de choses. Investir dans la société civile où les gens vont réfléchir. Mais qu'est-ce qui arrive à notre système éducatif? Mais est-ce que c'est ça les Chinois ont procédé? Oui, ils ont peut-être envoyé, en tout cas leurs citoyens, les Chinois ont envoyé les citoyens. Ce que Gérard Ouessa est en train de dire est fondamental. Je pense qu'il faille mettre un accent particulier sur ça. Vous savez, avec l'école que nous avons, pourquoi qu'on peut devenir la Chine demain? Ce que nous avons là.
nos universités, nos écoles là. Vous croyez qu'on peut devenir la Chine demain? Non, on va devenir peut-être le Togo encore. Demain, peut-être avec une marge de plus de 0,1%. Vous croyez que ce que nous avons là? Nous, on n'a pas une école qui peut nous permettre de devenir la Chine demain. De paradigme. Comment chambouler tout ce qui est c'est une question de vision et d'orientation. Ceux qui nous dirigent doivent nous dire on veut devenir la Chine dans 15 ans. Autrement dit, où est-ce qu'on part pour atteindre ou aller? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est là, c'est ce que les Chinois ont dit, c'est ce que les Chinois ont fait. Vous parlez de la Chine, les Chinois à un moment donné se sont dit, mais les Singapouriens de mine de rien, ils sont devenus puissants, ils se sont dit, mais nous n'avons pas les meilleures écoles, nous n'avons pas les meilleures formations. On envoie nos gars, nos enfants en Occident. Vous allez vous faire former 5 ans, 10 ans, ce que vous avez appris là, vous venez implémenter ça ici. Et c'est ce qu'on a fait, et puis ils sont devenus puissants. Mais ici, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Nos enfants sont en train de partir régulièrement, et puis ils partent, ils vont en France, ils vont aux États-Unis, ils y restent, peut-être avec les bourses même du pays, et puis ils y restent, et puis... Et là, c'est la fuite des cerveaux. C'est la fuite de cerveau. Maintenant, c'est une question d'ambition. Que le chef d'État nous dise. Mais quand même, Gérard, par-delà tout ça, au-delà de tout ça, le président de la République, dans son discours, a dit « Le pays avance ». Ah, le pays avance. Vous ne voyez pas qu'il prend le contre-pied de ce que vous êtes en train de développer ici? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que quand on compare le pays au pays même, alors il avance. Quand on compare le Togo de 2024 à 2020, ça a avancé. Mais il faut se comparer aux autres. C'est-à-dire, quand vous dites, mon enfant grandit, il a 4 ans et il a 30 cm, mais il a grandi. Mais comparé à d'autres enfants de 4 ans, mais qui ont peut-être 60 cm, alors vous saurez que votre enfant n'a pas grandi. Donc, cette comparaison-là ne peut se faire qu'avec d'autres. Alors, si on se compare à d'autres, le Togo n'a pas grandi. Le Togo n'avance pas. Mais quand on se compare à nous-mêmes, ben, le Togo a grandi. Et quand même, dans son adresse, il a renchéri, en tout cas, il a précisé ceci. Par rapport à la sécurité alimentaire, elle est renforcée dans le pays, notamment chez les populations rurales. La sécurité alimentaire. Oui, c'est possible. Mais encore, faut-il dire que c'est quelque chose de très aléatoire. Au Togo, je ne veux pas que ça arrive. Hein. Supposons qu'il ne pleuve pas cette année, toute l'année. C'est fini, on aura fait. Parce qu'on n'a pas d'irrigation, on n'a pas prévu tout ça. D'abord, on n'a pas assez de stock sûrement avec comment ça s'appelle, Ansat et tout ça là. Mais aussi, nous sommes tellement tributaires du climat, nous sommes tributaires des pluies. Et donc, c'est un pays qui peut facilement avoir faim. Bon, maintenant, vous voulez que je parle un peu de ce que nous avons fait? Les Chinois, vous voyez sur les réseaux sociaux ce que les Chinois font, les armoires là. On prend une armoire, ça devient une chaise. En deux temps, 3 mouvements, ça devient une table à manger. Voilà. C'est comme de la magie. Et ça... Ils s'asseyent, ils réfléchissent par rapport à ça. Ben, qui fait ça? C'est des menuisiers. Maintenant, prenez nos menuisiers. Prenez 10 000 armoires. Vous allez voir un battant ici, un battant là-bas, et au milieu, un battant avec miroir. Toujours la même chose. Toujours les mêmes choses. On ne peut pas enlever et faire un autre meuble avec instantanément. Jamais. Ils sont restés au même niveau. Maintenant, on va nous dire, nous avons formé des artisans. Nous avons des artisans, d'osi, tout ça. Non. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Il faut former des têtes bien faites. Il faut investir dans l'éducation et la formation. Parce que menuisier chinois, vous n'allez pas le comparer à menuisier togolais. On vous dira c'est un pays développé. Bah, qu'est-ce qui nous empêche d'être développé? Est-ce que vous pensez qu'un Chinois a la tête mieux faite qu'un Chinois, qu'un Togolais, un menuisier togolais? Moi, je dis non, absolument non. C'est pas pour me vanter, moi j'ai eu la chance d'avoir été avec des Coréens, tout ça. On est pareil, les êtres humains sont pareils. Donc il faut d'abord avoir la confiance en soi. Voilà, nous pouvons, yes we can, comme dirait Barack Obama, nous pouvons le faire. Et donc, moi j'aurais été content si le chef de l'État avait eu le contraire du discours qu'il a eu. C'est-à-dire dire, mes chers concitoyens, ça ne va pas. Nous avons des reculs. Lui-même? Ben oui, pourquoi pas? Moi, je le voterai le même. Est-ce que ce ne serait pas synonyme de se tirer les balles dans les pieds? Non, moi, s'il fait ça, je le voterai 10 fois même. C'est-à-dire, mes chers concitoyens, ça ne va pas. Nous avons des défis à relever. Nous sommes en retard. Il faut qu'on prenne le taureau par les cordes, mais pour que le Togo, comme le dit Firmin, qu'on ait une vision dans 10 ans, dans 20 ans, que notre pays soit ceci. Moi, je ne lui en voudrais pas du tout. Au contraire, je vais beaucoup applaudir. Mais malheureusement, c'est lui qui connaît son peuple. Il sait comment son peuple réagit. Oui, c'est vraiment intéressant. Mitterrand l'a fait dans les années 80 en disant que par rapport au chômage, on a tout essayé.
Mais ça ne va pas. Même Macron, dans son discours, a fait le mea culpa. Oui, il a fait le mea culpa la dernière fois. Oui, par rapport à la dissolution de l'Assemblée. Si le chef d'État pouvait le faire. Mais en fait, c'est un coup de com' qu'il a eu à faire. Quand moi je relis tout le discours, c'est que le chef d'État, il est assailli par les critiques. Il sait que chez les Togolais, ça ne va pas. Mais c'est pour se défendre un peu. Il sait qu'au fait, ça ne va pas. C'est pour, vous voyez, il a dit, par exemple, les producteurs agricoles vivent désormais dignement. Oui. Et il a quand même avancé 10 milliards de francs pour 149 000 producteurs agricoles, 17 milliards de subventions d'engrais, 20 ponts modulaires mixtes dont les constructions ont été lancées, 350 ouvrages hydrauliques réalisés avec 3000 choses, 1000 km de pistes rurales réhabilitées et tout. Ne voyez-vous pas qu'il est en train de grainer ce qu'il a pu faire en 2024. Reprenez les anciens discours, les discours antérieurs de Fonia Singbe. Si vous voyez, vous pourrez observer cet alignement de chiffres-là. Ça veut dire que les critiques que les gens formulent lui parviennent. Les gens disent qu'il a fait 20 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Les gens disent que les agriculteurs sont en train de souffrir. Les gens disent que la vie est chère. Et maintenant, c'est une manière de leur répondre. Et puis, c'est justifié en disant que, avec les guerres que nous avons... C'est une manière pour le chef de l'État de répondre à toutes ces critiques. C'est un avis partagé. Permettez, on marque la pause. Et nous allons revenir dans quelques minutes. Suite du débat avec nos deux invités, les confrères Gérard Wesson et Firmin Teko Agbo. Alors, Firmin, vous étiez en train de vous prononcer sur les différentes réalisations que le chef de l'État a égrées au cours de son discours la dernière fois, avant que nous puissions aller à la pause. Oui, moi je disais qu'en réalité, tout le discours démontre à suffisance que le chef de l'État, il est assailli par les critiques. Que les critiques que les Togolais sont en train de formuler lui parviennent. Parce que la manière dont il a aligné les chiffres, ça veut dire que c'est une manière de se défendre. C'est pour vous dire que bien sûr vous souffrez, bien sûr vous me dites que la vie est chère. Mais regardez ce que moi aussi je suis en train de faire. Regardez ce que je suis en train de faire sur le plan agricole, sur le plan santé. Regardez sur le plan éducation. Regardez tous les milliards que j'investis. C'est pour vous. C'est pour vous que je me défends. C'est pour vous que je fais ceci. Mais vous devez savoir aussi que ce n'est pas moi. Si il y a des responsabilités à assumer, s'il y a des responsabilités qui doivent m'incomber, c'est aussi par rapport aux conflits mondiaux. Les conflits mondiaux qui ferment les circuits économiques. Oui, mais à lire aussi des commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens estimaient que ces conflits mondiaux sont là, mais quand même beaucoup de pays aussi avancent. Et le Togo n'est pas le seul à être impacté par ces guerres. Oui, mais non, tous les pays sont impactés. Vous croyez que la vie chère, où les États-Unis ne connaissent pas la vie chère, les Français sont en train de connaître la vie chère. Les prix ont doublé, les prix ont triplé. La vie est un peu difficile pour un certain nombre de personnes dans des pays développés aussi. Mais pour le Fonia Singbe, c'est pour dire que la vie est chère, mais je me défends aussi pour vous. Je me bats pour vous. Et il a même dit le gouvernement, il travaille. Gérard Wesson? Non, moi, en écoutant Firmin, je pense au classement 2023. Et sur la corruption, l'indice sur la corruption, le Togo est 126e sur 180 pays. Oui, Transparency International. Ben voilà. Donc, une chose est d'injecter de l'argent dans l'économie, dans un secteur donné. Ben, il faut voir aussi là où l'argent tombe. Vous injectez l'argent, il y a un malin qui vole. Parce que nous sommes 126e sur 180 pays. Regardez le nombre de pays qui sont derrière nous, c'est pas beaucoup. Donc, il y a la corruption. On injecte l'argent, il faut que l'argent là qu'on a injecté ait réellement son effet. Mais quand c'est détourné, quand on fait des routes qui, regardez la route Lomé-Hilakodi. Mais ce n'est même pas encore terminé, mais on est en train de, je ne sais pas si le mot spatché est juste, mais on est en train déjà de rafistoler, de coller, de partir, tout. Mais c'est déjà assez grave. Ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Moi, je crois qu'il faudra libérer les énergies dans ce pays. Il faut libérer la société civile. Il faut libérer les médias. Il faut que chacun joue sa partition. Parce que Firmin a dit quelque chose de très important. S'il y a des choses qui ne marchent pas, ce n'est pas la faute du chef de l'État seul. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas la faute du chef de l'État seul. Pas du tout. Je le dis en âme et conscience. Mais le plus souvent, on dit que c'est lui qui est redevable. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est-à-dire que quand on fait une route et qu'un malin met du fer à béton sur une moto et traîne sur la route, pendant qu'il n'y a aucun policier, mais il gâte la route, tout simplement. Et nous qui voyons, qui ne disons rien, mais nous sommes complices aussi. Et c'est comme ça. Un chef d'État, excusez-moi, ce n'est qu'une personne. Ce n'est qu'un individu. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, ce n'est qu'un être humain. Ce n'est qu'une institution, mais qui ne peut fonctionner qui doit obliger les collaborateurs
finalement rentrer dans le rang et à faire leur travail avec munici. Non, c'est ça que j'ai dit. Ça dit qu'il faut le devoir du chef de l'État, son rôle, c'est d'instaurer, c'est de travailler à un système qui permette maintenant un bon fonctionnement de la société. La conscience professionnelle, est-ce que c'est à quelqu'un de nous l'imposer? Non, malheureusement, les êtres humains ne sont pas faits comme ça. Ça dit que Dieu ne nous a pas fabriqués pour être naturellement bons. On dit le début de la sagesse, c'est la peur du gendarme. Oui. Quand il n'y a pas de gendarme, on n'attendait pas des hommes qui soient bons naturellement, malheureusement. Donc le devoir du chef de l'État, c'est de réfléchir à un système qui permette une gestion que voilà que le chef de l'État dans son discours dit quand même par rapport aux équipements des hôpitaux, 20 milliards de francs CFA ont été investis. Oui. Mais est-ce que réellement les Togolais sentent que les 20 milliards là ont été investis? Oui. Peut-être le chef de l'État a ordonné le décaissement. C'est là où je le critique un peu, parce qu'en même temps, dans le même discours, il a dit ce qui permet des soins de qualité. Quand le chef même dit que nous avons déjà des soins de qualité, alors que quand vous allez à l'hôpital, vous avez les soins les plus exécrables au monde, en fait. Ouais, allez dans le centre de santé. C'est des réalités. Et je dis, ce n'est pas la faute du chef de l'État seul. Oui. C'est nous tous. Un pays, il parlait de créer la richesse. Ce n'est pas le chef de l'État qui crée la richesse, c'est nous tous. Un journaliste, il crée la richesse à son niveau. Un commerçant, un entrepreneur, un artisan, tout le monde crée la richesse. Qui peut mettre tout le monde au pas? Qui finalement? Non, c'est un système qui met au pas. Et il appartient au gouvernement de mettre en place le bon système. Pour le moment, le système mis en place, c'est taisez-vous tous. Tout le monde se tait. Et maintenant, dans le silence, il y a des choses bizarres qui se passent. Je vous donne en 2 secondes un exemple. Il y a quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Je ne vais pas dans les détails. Et concernant une mairie, j'ai écrit une lettre de protestation de 2 pages au maire pour lui dire voilà ce que vos agents ont fait. Je n'ai jamais reçu de réponse. Aujourd'hui, le maire ne vous a jamais répondu. Jamais, on ne m'a pas appelé. Alors que les faits sont très graves. Donc tout le monde a appris à se taire dans le pays. Vous ne pouvez plus rien réclamer. C'est le silence total. Et dans le système. Donc, votre message est lu et ignoré aussitôt. Totalement. Alors que je me suis présenté en tant que journaliste. Non, rien. Et c'est comme ça le pays fonctionne. Mais quand vous allez commencer par tirer à boulet rouge sur peut-être ce maire, maintenant, en ce moment-là, il commencera par saisir des institutions. On va m'accuser de diffamation peut-être. Oui, filmer t'es quoi? Vous avez suivi le document. Non, moi je pense qu'il reviendra au chef d'État de donner le ton. De dire, voilà, fini la récréation. Taper du poing sur la table. Taper du poing sur la table. Siffler la fin de la récréation. Siffler la fin de la récréation, dire, on a assez pagaillé. Maintenant, il faut avancer. On sait qu'il lutte contre la corruption avec la Plucia, avec sa nouvelle dénomination dans la 5e République. Nous allons en parler. On voit ce qui est en train d'être fait. On parle de restitution de certains fonds. Mais on ne doit plus encourager la corruption. C'est-à-dire, il faut mettre en place des mécanismes qui empêchent systématiquement la corruption. C'est-à-dire, on ne doit plus permettre aux gens de voler. C'est-à-dire, vous volez, mais vous allez dépenser ça. Alors que cet argent-là devrait servir à peut-être réaliser des biens publics. Maintenant, il a beaucoup de choses à faire. Moi, quand Gérard Ouessant dit que c'est tout le gouvernement qui doit, moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est en réalité le chef d'État, c'est lui le patron. C'est lui le chef. On voit ailleurs comment il a délégué quand même une partie de son pouvoir à des gens. Non, il délègue, mais il faut qu'il y ait un suivi. Gendarme derrière les gens. Oui, quelquefois. Il doit suivre. Comment? Il doit suivre. Il doit avoir des rapports réguliers. Il doit avoir des rapports réguliers. Tel chantier, comment ça se passe? Tel chantier, bien sûr, il ne peut pas être... Il peut avoir même descendre sur le terrain lui-même. Descendre sur le terrain. Vous voyez, ça c'est aussi un élément important. On voit le chef de l'État. On ne voit pas qu'il descende régulièrement sur le terrain. Il y a eu un incendie tout récemment. Les gens disent qu'il a délégué plus de 7 ministres. Maman, en cette fin d'année, pourquoi le président de la République ne s'est pas dépassé lui-même? Par rapport à un certain nombre de choses, il faut que le président lui-même descende sur le terrain. Les gens veulent le voir. Il faut une politique de proximité. Les gens veulent le toucher. Les gens veulent le voir. Les gens veulent se montrer beaucoup plus rassurés. Quand on voit le chef de l'État, il dit non, ça va aller. Je suis avec vous. Voilà. Je sais ce que vous traversez. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. S'il arrive à faire ça, les gens vont se dire mais oui, on a un chef qui est avec nous.
Pas un chef qui est très loin, qui nous envoie il envoie toujours quand même représentants. Non, on a dépassé ça. Il y a eu l'incendie des grands marchés de Kara et de Lomé dans ce pays. On a vu le chef d'État qui a reçu il était à Kara, mais bon, à Lomé, il a reçu les délégations. Il a reçu les délégations. Même pour le marché d'Atido Gomassi, après il a reçu. Pourquoi ne s'était-il pas lui-même déplacé? On veut un président beaucoup plus proche. Vous savez, il a quelque chose d'extraordinaire en politique. Lorsque vous durez au pouvoir, il est difficile de faire des descentes régulières. Ouais. Et des fois, on se dit, bon, on a tout essayé. On a assez fait. Alors, la meilleure des choses aujourd'hui est que le président arrive à se surpasser, à se dire... Donc, que cette année 2025, le chef de l'État se montre beaucoup plus proche. De ses des concitoyens. Des concitoyens. Qu'il aille au marché, comme d'autres le font. Ah oui, Patrice Talon. Qu'il aille au marché. Au nouveau marché Gagné, la dernière fois. Oui, il a fait quelque chose d'extraordinaire, fêter Noël avec les FDS au Nord. C'est extraordinaire. Et c'était bien. C'était bien. Nous tous, on a applaudi. Moi, quand j'ai vu les images, j'étais très content. S'il arrive à le faire régulièrement, ça va être très cool. Avec d'autres acteurs. Les étudiants. Regardez, on nous a dit que le général Yadema, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il faisait des descentes inopinées sur le terrain, il allait dans l'administration publique, il te voit par ton poste, il te gomme tout de suite. Mais pourquoi le chef de l'État ne fait pas ça? Il peut le faire un matin comme ça, il va dans une mairie, mais moi, c'est moi qui suis là, à 6h30. Voilà. Il s'assoit. Dans une mairie. Et tu viens, il voit le maire. Et le maire. Et là, laquelle le maire lui-même va arriver. Il va arriver. Mais pendant que le chef est là, on confisque tous les téléphones. On confisque tous les téléphones. Oui, que personne n'alerte le maire ou qui que ce soit. Et il va au ministère des Finances à 6h30, il est assis. Il va au ministère de l'administration territoriale, il est assis. Donc s'il arrive à faire ça, mais tout le monde va être au pas. On va pas peur de lui. Oui. Il va être un chef redoutable. Mais ou peut-être dans une maternité pour voir un peu comment les gens accueillent nos mamans qui sont dont les grossesses sont à terme. Exactement. Et puis, Gérard Ouessant a dit quelque chose d'extraordinaire. Il parle de corruption. Si dans un pays, il y a la corruption qui augmente, qui va toujours en crescendo, ça veut dire que ceux qui volent n'ont plus peur du chef. On sait qu'on peut voler, mais le chef n'a rien fait. Si vous êtes là, je suis ici, et je vole, vous êtes mon chef, je vole, je vole. Je ne vous inquiète en rien. Mais je ne suis pas inquiété, ça veut dire qu'en réalité, je ne vous respecte plus. Gérard, ce qu'il dit là, ouais, ce qu'il dit est en partie vrai. Mais ce n'est pas parce que les gens ne respectent pas le chef. Les gens savent que même quand ils volent, le chef ne le saura pas. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Et les services compétents qui doivent fournir les informations au chef? Non, les services compétents dont vous parlez, c'est quoi? C'est la société civile. C'est la presse. C'est la société politique, les partis d'opposition. Mais il y a des gens qui ont des services dédiés aussi. Ouais, eux ne sauraient être efficaces. Aucun service dédié ne peut remplacer efficacement la presse. Voilà. Une presse d'investigation, une presse d'analyse, une presse vraiment très efficace, et financée, soutenue. Moi, je pense que c'est ça qui doit faire le boulot. Mais quand on impose le silence à la société politique, à la société civile et à la presse, alors, c'est la porte ouverte à toutes les exactions. Donc, quand tout ce beau monde est réduit au silence... alors là, les gens vont voler tranquillement parce qu'ils savent que le chef, il ne pourra jamais savoir. Et que faire alors en 2025? Il faut changer le système, il faut changer la gouvernance pour revenir à ce que... Excusez-moi, ce que le chef de l'État faisait au début. Au début, il était ouvert. Il était ouvert. Il ne peut pas aujourd'hui faire la politique de Yadema. Et Yadema, c'est il y a des années. Aujourd'hui, c'est une politique beaucoup plus moderne. Le monde a évolué. Avec les réseaux sociaux et tout. Mais vous êtes au bureau, vous lisez la presse et vous savez tout. Et vous gérez. Ben, si vous amusez à vous déplacer pour aller de bureau en bureau, aller vous asseoir sur les chaises des gens, ben, on va vous jouer des tours pas possible. Avant que vous n'arriviez, même quelqu'un prend son WhatsApp et dit il est là. Les choses qui sont toujours faisables, qui sont faites. Par exemple, dans des pays développés, quelquefois, c'est les chefs d'État même qui se déplacent pour aller souhaiter des vœux dans de grandes industries, dans certains services. Pourquoi le chef de l'État togolais ne le ferait-il pas? Ça, ce serait vraiment... C'est des pistes que vous êtes en train d'évoquer. Et puis, par rapport à la presse, à la presse, vous savez, il y a eu un petit recul par rapport au niveau de la presse. Vous voyez, on n'a presque plus de quotidien dans notre pays. On n'a plus trop de journaux critiques. Il n'y a plus pratiquement de quotidien privé. Privé dans notre pays. C'est pas bon pour nous. Alors qu'il y a 4, 5 ou disons 5 ans en arrière,
On en avait plusieurs. On en avait plusieurs. L'article 2 de la nouvelle constitution. Pourquoi je ne sais pas. Donc, il faut qu'on... Ça n'émeut personne? Non, ça doit émouvoir. Dans un pays où on parle de démocratie, l'article 2 de la nouvelle constitution parle de démocratie. Le Togo a choisi la l'aide de l'État à la presse. Il faut qu'on revoie tout ça. Il faut qu'on revoie tout ça. Qu'on comporte ça à 1 milliard. Il faut que l'espace civique soit beaucoup plus ouvert, qu'il y ait des journaux critiques. Les journaux critiques